commencer avec un webtoon chinois. Waouh! Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas, un manga, c'est le terme utilisé pour parler de la BD japonaise. Un manhwa, c'est pour parler des mangas coréens. Et les manhwa, c'est pour parler des mangas chinois. Donc, c'est un manhwa. Voilà, j'espère que vous êtes contents et que vous allez tout retenir ce que j'ai dit. Vous aurez un terreau. Donc, 19 jours ou 19 days d'Ol-chan. Donc, c'est un webtoon. Alors, un webtoon, en gros, c'est une BD verticale, généralement sur le site qui s'appelle Webtoon. Il a été... normalement... Visiblement, il est édité. Il est édité en manhwa. Donc... Voilà, mais moi je le lis en webtoon et il est gratuit et disponible gratuitement sur un site. Donc vous pouvez tout le lire avec un scan, enfin avec des traductions françaises. Et là, voilà, on part dans... Est-ce que je suis classiste pour dire qu'ils utilisent... Enfin, on dirait qu'ils sont... Tout est traduit par IA. Mais je pense pas, il y a une équipe derrière. Mais c'est vrai que les termes sont pas hyper accurate. Tu sens que ça a été traduit un peu mot à mot. C'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave, ça reste lisible et très plaisant à lire. Donc voilà, donc nous allons suivre la vie très routinière de Jian-hee, un lycéen très populaire et enjoué qui est amoureux de son meilleur ami d'enfance, qui est Cheng-Shi. Donc, celui avec les chaussures blanches, c'est on va dire le héros, même si en fait, en vrai, à la fin, c'est n'importe quoi, on sait plus qui est le héros. Son meilleur ami d'enfance, c'est celui qui est le plus près de moi. Et après, il y a deux autres zozos derrière. Et on va les suivre jour après jour dans leur vie à deux, l'évolution de leur relation, mais aussi leur entourage. Oui, parce que les deux autres, ils se greffent au bout d'un moment, alors qu'on suivait que le premier couple au début. Alors, c'est recommandé dans les meilleurs yaoi ever, notamment parce que c'est drôle. Et effectivement, c'est très drôle. Donc j'ai commencé un peu par hasard. En plus, je me dis, tiens, bah, pourquoi pas essayer. J'ai jamais lu de trucs assez drôles. Et effectivement, c'est très drôle. C'est très décalé. Les situations sont assez marrantes. Et donc, c'est vraiment très drôle à lire. Alors, ce n'est pas 100% OK. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment... si vous refusez de voir des comportements un peu... masculiniste, etc., voire homophobe, ça ne sera pas OK pour vous, donc n'y allez pas. Après, je considère que ce n'est pas nocif, dans le sens où les personnages, même s'ils ont des réflexions homophobes, etc., c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas OK avec le fait d'être touchés par un homme, par exemple. Donc ils ont des réactions un peu homophobes, mais... bizarrement, il laisse quand même faire. Donc, il y a un petit doute qui est laissé, voilà, on dirait de l'homophobie intériorisée. Donc, c'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas. Parce que ça existe, et surtout, c'est des ados, donc, qui savent pas très bien se placer. Et il y a aussi beaucoup de rapports au regard extérieur. Il y a beaucoup de moments... où le blond, en fait, il va être très, très... lui, il est très énergique, et donc il n'arrête pas de vouloir toucher ou s'amuser avec son pote. Sauf que le premier, lui, il est plus réservé, donc ça le met mal à l'aise, et il veut pas trop que tout le monde soit au courant qu'ils aient une relation, alors qu'ils n'ont pas de relation, en fait. C'est ça qui est un peu... voilà, c'est un peu bizarre. Ils sont pas réellement en couple, mais en même temps, c'est quand même un couple, enfin, c'est difficile de les voir autrement. Donc voilà, c'est ambigu et alambiqué, mais ça passe parce que les situations sont assez drôles. En vrai, c'est assez mignon. Enfin, les deux premiers, là, le couple premier, franchement, ils sont hyper mignons. Parce que donc, le blond est officiellement amoureux de son pote. Son pote est au courant, mais il ne le rejette pas. Et il accepte de plus en plus de trucs. Genre, il lui prend la main, il lui touche les cheveux, etc. Donc, petit à petit, c'est mignon, ça se met en place. Donc vraiment, la première relation est très adorable. C'est la deuxième qui pose problème, donc les deux autres zozos, qui sont un poil cringe. Donc voilà, eux, je les aime moins, parce que c'est un poil cringe. Mais la première relation est très très mignonne. Voilà. Donc en gros, c'est un manhwa qui va osciller entre le mimi, le drôle et le cringe.
Mais je reste parce que vraiment, il y a des moments où j'ai même chouiné parce que c'est assez mignon. Surtout les deux premiers, comme ils partagent pas les mêmes sentiments. Et pourtant, celui qui n'est pas amoureux ne rejette pas son camarade pour autant. Enfin, et même il dit que cette relation est très importante pour lui, même s'il va pas lui rendre exactement la même hauteur de sentiments. C'est quand même un amour, mais un amour différent de l'autre. Et je trouve ça très mignon. Surtout que, bah, en Chine, je pense que c'est pas giga bien vu l'homosexualité, donc ça fait plaisir de voir un manga, enfin un manhwa, parler de ça, littéralement, ouvertement. Donc voilà, ça me fait plaisir. Sinon, bah alors, je vous ai dit que c'était un peu leur routine, sauf que, en fait, au bout d'un moment, ça part en couille. C'est-à-dire qu'il y a carrément des règlements de compte entre mafieux. Alors, bon, je vais pas vous expliquer ce qui se passe parce que je n'en ai aucune idée. C'est un peu what the fuck. J'ai pas tout compris, ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est pas grave, je me laisse porter, et surtout, des fois, ça crée des situations assez mignonnes, assez rigolotes. Donc voilà, j'aime bien, parce que c'est varié, et on s'ennuie pas à le lire. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez le lire gratos ici. Sinon, passez votre chemin, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Le thème de l'histoire me surprend tellement, il n'y en a pas eu 3 ou 4 le mois dernier, ouais. Non, c'est encore différent en vrai. C'est pas si proche. Parce que des ados, il y en a plein, mais des ados qui se font avoir par la mafia, j'en ai rarement vu. Donc voilà. Mais non, mais putain, le Framappad, j'avais pas vu. Et les mangas, c'est pour parler des mangas. Très bien. Putain. Des histoires gays. Ah oui, bah non, bah tu sais. Ah non, mais attends. Prochaine lecture, c'est un manga. Et là, bizarrement, oh là là, un couple hétéro. Non, non, c'est... voilà. Bon, attendez, regardez. J'ai lu un manga avec des hétéros, incroyable. Un partenaire peut adopter l'autre. Adopter? Mais what the fuck? T'imagines? T'adoptes une personne de ton âge? C'est très bizarre. Eh ben... Alors, Ladies on Top de Nejiga Nameta, recommandé par Getarez il y a un mois, je crois. Sorti en 2022. Donc, on suit la relation entre Mitsuki Kajitani et Takayuki Shinomiya, qui ont pour particularité de n'être excités sexuellement que par des trucs inverses à leur propre genre. Enfin, que leur genre leur impose plutôt. C'est-à-dire que Mitsuki, qui est une femme, préfère prendre le dessus et Takayuki, qui est un homme, préfère être dominé. Sauf que, alors lui, ça bug dans sa tête parce qu'il est en mode putain, un homme, ça doit être au-dessus, donc c'est pas normal. Donc lui, il est un peu en mode blablabla. Voilà. Sauf que les deux, en réalité, ont du mal à se l'avouer qu'ils sont dans ce cheminement-là, enfin dans cette dynamique-là. Et ils vont tenter de passer les injonctions dans leur couple. Voilà quoi. La propagande des hétéros. Alors, sur le papier, ça avait l'air giga cool, parce qu'on en voit rarement des thèmes comme ça, surtout les femmes qui dominent. Sans domine. Mais j'avoue que ce manga n'a pas fonctionné sur moi, parce que, pour une fois, ça va être le défaut que c'est trop japonais. Alors, d'habitude, je dis que c'est trop japonais, mais ça ne me dérange pas. Là, j'avoue que c'est trop japonais et ça me dérange. Parce qu'en gros, les deux personnages vont chouiner en permanence. En gros, ils doutent toutes les 4 planches. C'est long, ça avance pas. Genre au 4e tome, enfin au 3e tome. Donc j'ai lu que 3 tomes. Et il y en a plus que 3. Ils ont pas avancé grand chose dans leur relation. Et je trouve que c'est d'une longueur. C'est trop. Donc je pense qu'en fait, j'aurais adoré avoir la même chose. Enfin, ce manga-là, mais avec un des deux. Qui est ok avec sa sexualité et qui aide l'autre à avancer dans la sienne. Genre, j'aurais adoré que la meuf soit soit ravie d'être une meuf qui, justement, est en top et qu'elle apprenne à son mec à se détendre la nouille. Mais c'est pas le cas, donc j'avoue que c'était trop... C'est un peu dans le pathos pour moi. Après, ils sont mignons, hein, c'est gentil ce qu'ils font, enfin, c'est... Voilà, ils se respectent et tout... Mais j'avoue que ça m'a un peu déçue. J'aurais vraiment voulu que ça soit plus
voilà, assumer... Enfin, que le titre soit assumé, quoi. Là, c'est pas vraiment assumé. Mais peut-être que j'en attendais trop, parce que ce thème m'intéresse beaucoup, pour des raisons... voilà. Il se détend la nouille, ça fonctionne. Oui, oui, c'est vrai. Et ils utilisent un tabasseur de clito à un moment. Mais bon. Car oui, on peut utiliser le tabasseur de clito sur le pénis. Voilà, je vous apprends des trucs. J'espère que vous êtes ravis. Donc voilà. Et de suite, un sondage, top ou bottom, ou switch. Ça doit faire bizarre. Bah non. Parce qu'en fait, ça vibre de ouf. Prêté par Ichiban. Oui. Voilà, voilà. Coucou Boggy, comment ça va? Donc voilà, en vrai, je peux vous le recommander si le sujet vous intéresse. Mais c'est vrai que moi, c'était trop mou pour moi. Ça aurait été vraiment mieux si ça avait été plus volontaire, on va dire. Mais sinon, c'est très bien, hein. S'ils sont mignons et tout, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est tranquille. Voilà, voilou. Et tout de suite, changement d'ambiance. Ouais! Alors, pourquoi j'ai écrit Hiroshima? Je suis con, moi. Fukushima. Fukushima, chronique d'un accident sans fin. Sorti en 2021 de Bertrand Gallic et Roger Vidal. Des archives. Ah ouais, c'est trop marrant. Pourquoi t'es allé aux archives? Donc, dans cette BD-là, on va suivre les événements qui se sont déroulés à la centrale de Fukushima juste après le séisme de 2011. C'est-à-dire qu'on va suivre du 11 mars jusqu'à peu près le 13 mars ou le 14-15 mars, un truc comme ça. T'es historien? Putain, mais stylé! Bravo. Et tu cherches sur quoi, là? Donc, c'est une BD, ce n'est pas un... Alors, c'est dessiné un petit peu comme un manga, mais c'est une BD. C'est raconté donc par des Français, 10 ans après la catastrophe. Ils se sont beaucoup documentés sur les rapports, etc., pour façonner leur récit. C'est bien raconté, c'est fluide, on comprend bien ce qui se passe. Enfin, autant que les protagonistes eux-mêmes le comprennent, parce que sur le coup, c'est pas très très clair ce qui est en train de se produire, hein, vous vous en doutez. Tu te manges un séisme, ensuite tu te manges un tsunami de 15 mètres, et ensuite t'as ta centrale qui est en train de faire « Salut, je m'emballe dans les tours !» Je pense que t'es un petit peu en mode « Waouh, je vais me planter directement ce, ce crayon dans l'œil, et on n'en parle plus. » Mais ils ont tenu, ils ont tenu. Et donc voilà, donc en gros, séisme, tsunami, séisme qui a été tsunami qui a été provoqué par le séisme, tsunami de vague 15 mètres, voilà. Sachant que la digue de protection de la centrale était de 6 mètres, je crois. Et donc, la vague a noyé les systèmes de refroidissement des cœurs 1, 2, 3 et a niqué la piscine de refroidissement du 4e. Voilà. Bah oui, parce qu'en plus, il fallait pas gérer 1 ni 2, mais bien 4 cœurs nucléaires en même temps. Contrairement à Tchernobyl où il n'y en avait qu'un. Donc voilà. Donc en quelques jours, il y a eu 3 explosions d'hydrogène en tout. Je sais plus si c'est... Enfin, je sais plus si c'est... Enfin, il y a le haut du toit du 3e qui a explosé. Je crois que le 4 aussi. Peut-être le 1. Je crois qu'il y a que le 2 qui a pas trop bougé. Mais bon, voilà. Le tsunami a tué 6 personnes. Donc, c'est pas les explosions qui ont tué des gens. C'est le tsunami. Et par contre, les explosions ont bien blessé des centaines de personnes. Voilà. Donc, en fait, la BD va raconter le choix du gérant de l'époque. Les directives des gérants de la centrale aka TEPCO. Donc, c'est TEPCO, en fait, qui gère Fukushima. Les 2 centrales de Fukushima. Donc là, c'est Fukushima Daiichi, mais il y a aussi Fukushima Niichi, je suppose. Je sais plus. Donc voilà. Et aussi les intrusions des politiciens au milieu du bordel, parce que, bon, le Premier ministre, il s'est dit, tiens, je vais aller taper une petite visite, là. C'est pas déjà la merde, je vais venir visiter. Quitte à me prendre des radiations, voilà, en pleine poire. Donc voilà, en gros, ces jours-là, c'était juste une succession de mauvaises décisions avant, parce qu'en fait, la digue du cul, là, de 6 mètres de haut, ils savaient
il y a des gens qui ont déjà vu des tsunamis faire 15 mètres de haut. Donc ils savaient que ça pouvait dépasser les 6 mètres, mais ils n'ont rien fait. Ils ont refroidi les cœurs avec de l'eau de mer, donc salée, ce qui est visiblement une très mauvaise idée. Donc les explosions, c'est un peu lié à ça aussi. Et après, mais ça, nous le verrons dans la prochaine BD. Donc voilà, rien ne... Tout était merdique en réalité. Mais bizarrement, alors je sais pas, c'est vraiment au lever de doigts et au je sniffe l'air comme ça. Ça a l'air d'avoir fait quand même moins de catastrophes qu'à Tchernobyl. Alors sûrement parce que Tchernobyl c'était vraiment la première catastrophe du genre. Et ils ont tout laissé en mode... enfin, tout était en vrac pendant des jours. Alors que là, ils ont quand même contenu de plus en... Enfin, ils ont vraiment essayé de contenir et que tout. Les plus fortes radiations que les gens ont chopées, c'est du 200. La moyenne, c'est du 50. Donc c'est quand même beaucoup. Mais il n'y a pas de cas de cancer avéré lié à Fukushima. Bon, voilà. Alors, est-ce que c'est pas les Japonais qui ont enterré ça sous le tapis en mode... sachant que je crois que le gérant de l'époque, il est décédé, hein. Genre 2 ans après. Bon, voilà, vous me direz, bizarre les circonstances de sa mort. Il est sûrement glissé sur son savon. Donc voilà. Sachant que ce qui est bien dans cette BD, c'est qu'à la fin, il y a plein de petites explications. Il y a des pages très explicatives sur comment un réacteur ça fonctionne, les rapports, l'enquête, le procès... ce qu'ils vont faire dans les années à venir, parce que là, ils sont censés démanteler pendant 40 ans. Donc voilà, une BD assez intéressante pour ceux qui s'intéresseraient aux catastrophes nucléaires et donc à Fukushima, parce que c'est très clair et voilà. Coucou Mogi, comment ça va? Je t'ai pas dit bonjour pour pas m'interrompre dans mon bordel, mais... No graphite. No graphite, de bordel. Non, il n'y a pas de graphite. Ça a pas l'air d'être le même système parce que leur cœur, il est dans une espèce de grosse bonbonne, mais au-dessus de l'eau. Enfin, c'est très bizarre. Enfin, j'ai pas tout compris. Le Sweetbot t'a dit bonjour, alors c'est bon. Il t'a pas tourné la tête comme ça. Coucou Mixam, comment ça va? C'est très différent, le réacteur lui-même a explosé, a projeté les matériaux... Les réacteurs n'ont pas explosé... Oui, c'est ça. Après, même si c'est l'hydrogène qui a explosé, ça a quand même fait sortir de la radioactivité. Ça je l'ai lu tout à l'heure. Je l'ai lu ce matin. Même si ils ont dit ouais, c'est que de l'hydrogène. Oui, beaucoup moins. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça fait quand même moins de merdier. Même si, je crois que c'est toujours 40 km autour de la centrale qui est définitive, enfin qui est rouge, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pas la même. Mais que en URSS, bien sûr. On se rappelle que nous, on a échappé au nuage radioactif car les frontières françaises ont contenu le nuage comme ça. Donc ouais, ça a l'air d'avoir fait moins de dégâts. Et heureusement, parce que putain, si on avait dû se taper 3 réacteurs nucléaires en pleine gueule, ça se trouve, on serait tous décédés, là, on aurait tous 3 cancers, ça serait génial. Ah oui, c'est vrai, bah voilà, c'est ça. Ils ont pas l'air d'être fait pareil, c'est vrai. Il y a 2 visites des éléments de combien les pouvoirs gèrent les espaces contaminés. Ouais, bah, j'avais regardé les 2 vidéos d'ici Japon à 10 ans d'écart. J'avais bien aimé en vrai. Mais j'aime beaucoup ici Japon. On dira ce qu'on veut de la personne. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis en train de regarder plein en ce moment en plus. Là, j'ai regardé sa vidéo de 40 minutes dans un aéroport. Envie de passer une journée dans un aéroport maintenant. Le réacteur de l'époque était pas mieux. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça a dû évoluer quand même, oui, j'espère. T'imagines, hein. Ça n'a pas évolué, c'est toujours la même merde. Bon, après, si on pouvait éviter le nucléaire, moi, ça m'arrangerait, parce que je suis pas très fan du nucléaire, hein, je vais pas le mentir. Mais, bah... Pourquoi il a quoi, Tev? Bah, je sais pas, c'est un mec sur YouTube. Il est de droite. Il vit au Japon. Ça fait beaucoup de red flags. Mais après, j'ai rien sur lui. Voilà, moi je me prémunis en disant, voilà, mais en vrai, moi j'ai rien à dire et j'aime beaucoup son contenu parce que je le trouve très cool et je trouve sa mentalité assez ok. Donc voilà, moi j'ai rien à dire. Hein. Je suis, pour l'instant, j'ai rien à dire. Qui ça? Ici Japon, le mec qui gère Ici Japon. Tu passes pas, Mino.
Tiens, le nuage radioactif, il a entendu l'accent marseillais, il a fait waouh, 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 j'y vais pas, moi j'ai trop peur. Un peu, je crois. Enfin, je crois. Ça fait beaucoup de je crois. Mais c'est marrant parce que ici Japon, il était en collaboration avec un autre gars. Et l'autre gars, c'est un vieux nulos. Et j'ai trop de chance parce que je regarde que ici Japon. J'ai connu, enfin je connais l'autre gars de nom et j'ai jamais regardé son contenu parce que je sais pas, sa vibe me plaisait pas. Donc j'aime mon instinct. Et RMBK, c'est comparable à nos Ongnir de l'époque. Ah ouais, j'avoue que je connais pas le Ongnir. Le nuage, il dit je ne rivalise pas avec ce pas de saga. Le dernier en 94 de UNGG, là. UNGG. Putain. J'avoue que j'y connais rien. Moi, je me renseigne sur les catastrophes, mais après, voilà, c'est tout. Hein. Et encore, c'est juste parce que j'ai regardé Tchernobyl et que là, j'ai lu 2 mangas sur Fukushima, mais c'est tout. Après, je m'arrête. Oui, ça, je sais. Ça, je sais, il le répète assez dans la série. Mais par contre, le NGG... J'aime bien, t'as répondu à ce que je savais, mais pas à ce que je savais pas. En plus, j'ai bien dit tout à l'heure au-dessus, je sais, je sais RMBK, là. Là, Fukushima, c'est même pas sûr que ça soit ni l'un ni l'autre. Hein. C'est peut-être encore autre chose. En tout cas, bravo. Bravo. Eh ben, j'ai pas compris. Ce qu'on avait en France. Ok, bah je connais pas UNGG. Après, dans ma vidéo sur Godzilla, je m'étais un peu renseignée sur sur le nucléaire, évidemment, pour parler de Godzilla. Sachez que, je t'ai dit dans la vidéo, hein, et je cite les plus importants, mais sachez qu'il y a des accidents de centrales assez régulièrement, sauf qu'on n'en parle pas parce que ça fait pas de bruit et que c'est pas... voilà. Voilà. Voilà, merci à tous. Donc voilà. Sachez qu'avant Fukushima, il y avait quand même 10 accidents et tout, donc voilà. La référence. Bah non, mais c'est parce que j'ai travaillé sur Godzilla. Donc si tu travailles sur Godzilla, t'es obligé de travailler sur le nucléaire. C'est obligé, ça va avec. Et t'es obligé de travailler sur les Hibakusha, donc les irradiés des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. T'es obligé. Si tu travailles pas, si tu ne te renseignes pas un minimum sur ça pour bosser sur Godzilla, c'est... de tritium fait la une des journaux. Bah, je sais pas. Moi, j'en entends jamais parler. Hein. Et Lys a découvert qu'il y avait des usines qui brûlent des déchets assez nocifs, comme ça, en mode YOLO. Ça, pareil, personne n'en parle, alors que c'est régulier, même en France. Hein. Enfin, évidemment qu'en France, on fait ça, quoi. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, on n'en parle quasiment jamais. On préfère parler d'autres choses. Est-ce qu'il faut se renseigner sur Godzilla? Non, ça c'est bon, tu peux. Ça, t'es pas obligé. Donc voilà. Mais attendez, voilà, c'est la faute des immigrés, exactement. Enfin non, c'est pas la faute des immigrés, on va parler des immigrés, mais pas du tout du reste. Parce que l'écologie, qu'est-ce qu'on s'en branle? Voilà. Et ben, on va tout de suite passer à la suite, c'est-à-dire la suite, littéralement. Au cœur de Fukushima, sorti en 2013 de Tatsuya Kazuto. Donc là, c'est un vrai travailleur japonais, donc qui a vraiment travaillé sur le démantèlement de la centrale. Alors, eux, ils appellent ça 1F, nous c'est Fukushima Daiichi. Et Tatsuta, il nous raconte la vie d'ouvrier sur le chantier le plus mortel du monde. Donc voilà. Alors, c'est si le récit d'avant était assez fluide, etc., on était vraiment dans une mise en scène qui peut avoir évidemment des trucs romancés. Là, on est bien plus scolaire et précis que le récit précédent. C'est-à-dire qu'il nous livre des détails très infimes, comme le nom des masques à gaz utilisés, comment on les utilise, quels sont les types de trucs qu'on met dedans. Tout le système pour entrer, sortir, il nous met des plans et tout, limite il nous fait le chemin pour aller aux toilettes. Les conditions de travail hyper détaillées, c'est hyper pointilleux. On sent vraiment la volonté de bien montrer en détail comment ça se passe là-bas avec moult détails. Et on va jusqu'à la couleur des blouses portées. Voilà, le mec est un petit kink sur le détail.
Mais avec ce récit, en gros, on se rend bien compte de la charge monumentale que c'est, et surtout les grosses galères sans nom que une telle catastrophe coûte. Puisque, par exemple, pour travailler juste 1 heure, il faut mettre 2 couches de vêtements, il faut suer dedans comme jaja, et tu ne peux travailler qu'1 heure là-bas, puisque sinon tu te fais irradier trop fort. Trop fort. En gros, il y a un taux d'irradiation autorisé par an, et donc chaque jour où ils vont travailler, ils ont un compteur, et en fait, on leur décompte, tac, 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 leur taux de radiation. Et au bout d'un moment, quand ce compteur arrive à 0, eh bien, ils sont renvoyés chez eux puisqu'ils ne peuvent plus travailler à la centrale. Donc, généralement, ils ne travaillent qu'une seule heure par jour et quelques mois dans l'année, c'est-à-dire que le reste de l'année, ils doivent trouver un nouveau job ailleurs parce qu'ils ont dépassé leur quota d'irradiation. Donc, c'est évidemment des métiers extrêmement précaires, extrêmement dangereux. Ils sont assez peu considérés, selon moi. Alors, lui, en tout cas, l'auteur ne se plaint pas. Enfin, pour l'instant, de ce que j'ai lu, il se plaint jamais. T'as l'impression même qu'il défend un peu TEPCO, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son intro. Il dit voilà, je n'ai rien contre TEPCO. J'essaie juste de raconter comment on vit, etc. et les galères avec mes camarades. Donc il est un peu résilient, le petit bonhomme, quand même. Et ils font un taf monstrueux parce qu'il faut virer ou réparer cette centrale pour que elle soit plus nocive, parce qu'en réalité, elle est nocive. Il peut y avoir des fuites, etc. Et ils se sont donné 40 ans pour le démantèlement, sachant qu'il y a déjà des retards. Donc voilà, vous prévoyez plutôt une petite centaine d'années, je suppose. Donc il y parle de la centrale, de son travail, mais aussi, et beaucoup, des gens qui y travaillent, qui viennent aider. C'est souvent d'ailleurs des locaux qui n'ont rien d'autre que ça pour rester dans la région. Parce que soit ils ont perdu leur maison à cause du tsunamis, soit ils peuvent plus y vivre parce qu'ils sont dans la région contaminée, et donc ils peuvent plus retourner chez eux. Donc voilà, on n'est pas dans le pathos. Il nous raconte ça parce que c'est les faits et que c'est comme ça, et voilà. Donc c'est un récit bien moins spectaculaire que le précédent, moins entraînant évidemment parce qu'il y a beaucoup de détails, donc vraiment si vous aimez pas trop qu'on vous raconte la couleur des semelles de vos chaussures, ça va pas trop vous passionner. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que c'est un vrai témoignage d'une vraie personne qui a réellement travaillé là-bas. Voilà. 4 heures pour t'habiller, 1 heure de taf, 5 heures de décontamination. Un petit peu, ouais. Putain, Coco, les refs. Le Émile Zola moderne. Ah putain. Le nucléaire communiste. Comment ça? Ça, c'est le capitalisme, c'est pas le nucléaire, le problème. Ah oui. C'est vrai que TEPCO, ils ont vraiment l'air d'être des gros cons, en vrai. Ah oui, parce qu'en plus, et là, dans le chapitre que j'ai lu hier, donc il est employé par quelqu'un, qui est lui-même 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 employé par le premier assistant, et qui est lui-même employé par TEPCO. Rendez-vous compte, il y a 7 niveaux de queumé entre le petit ingénieur du fond et l'entreprise qui est censée gérer ça. Et sachez que TEPCO donc délègue à d'autres gens, qui délègue à d'autres gens, qui délègue à d'autres gens, et donc ils se retrouvent avec une myriade de petites entreprises, et ils se partagent en fait les lieux, et voilà, ils vous racontent ça. Un cancer de la sous-traitance. Ouais, c'est horrible, hein. Et dans le chapitre que j'ai lu hier, en gros, ils sont nourris, ils sont logés, sauf que c'est décompté de leur paye. Bon alors, c'est 15 € par jour, sauf qu'à un moment donné, en fait, au début, tu vas sur place et ton chantier ne commence pas. Et donc, t'as du retenu sur salaire sans travailler. Et donc, les mecs, ils sont en mode, non mais attendez, on travaille pas, on va pas... Enfin, c'est horrible ce que vous nous demandez de faire, là. Enfin, vous nous demandez de venir, on travaille pas et on paye. Enfin, ça va, non? Et donc, ils ont réussi à avoir des rabais. Ils sont un peu rebellés à ce moment-là. Mais voilà, après, ils ont commencé à travailler et voilà. Après, leur salaire, il est énorme par rapport à au travail général, on va dire. C'est leur salaire, je crois que c'est du 3 000 par mois.
Et le loyer, c'est 6 € par jour. Et leur bouffe, ça doit être 2-3 €. Donc, en fait, ils sont des couilles en or. Mais bon, t'as un cancer à la fin, quoi. La pyramide de Ponzi. Donc, voilà. Donc moi, je suis toujours au tome 3, au tome 2, au tome 1 de celui-ci. Il m'en reste 2 à lire. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Alors pour l'instant, il y a pas de... Effectivement, il n'y a pas de cancer déclaré chez les ouvriers. Voilà. Qui y croit? Je pense. Ce genre de truc tellement surveillé en général que même si pas de bol, ils ont un cancer, ils vont découvrir bien plus vite que la pop générale. Oui, oui, oui. En vrai, ouais. En vrai, ils ont l'air de faire correctement les choses quand même, parce que vu le nombre de trucs qu'ils nous racontent pour juste aller taffer, parce qu'après, ils se font décontaminer les bagnoles, tu peux pas utiliser des trucs à certains endroits, t'es obligé de les foutre dans... Alors par contre, ils me font trop rire avec leurs sacs plastiques, là. Ils se baladent avec leur masque à gaz contaminé dans des sacs plastiques. Je suis en mode... Le plastique, c'est les frontières françaises, elles arrêtent aussi les radiations. J'avoue que j'ai du mal à y croire, mais bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc voilà, j'avoue que le sac en plastique, je suis vraiment en mode dubitatif. Ah bah, vous voyez mon écran, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous voyez qu'on va parler de présumé innocent ensuite. Hop, calme-toi. Arrêter les radiations, c'est d'éviter que les poussières radioactives contaminent d'autres trucs. Ah oui, d'accord. Bon bah voilà, petit sac plastique là, tranquille. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Allez, on va parler des séries. J'en ai vu 2. 2 ce mois-ci. En fait, faut que j'enlève ça. Zibardi. Kill her. Ah, je suis désolée, il n'y a pas de sous-titres. Can somebody call my phone? I'll call it. Who is this? This is Jaden. You tell your mom she looks beautiful. Okay, bye, you guys. Bye. I just want to make sure that we have everything exactly right. Let's get started. Are you aware that Carolyn Bullion was murdered? When was the last time you were in Carolyn's apartment? We had cases together. Sometimes we would work after hours at her apartment. Your fingerprints were found in her bedroom. Were you and Carolyn romantically involved? My suspect? Because I did not kill her. You were there, night out. You better get yourself an attorney. If you're arrested. There's not an if. I will be arrested. They're gonna see that I was obsessed with her. I was basically stalking her. You know the night she was killed, he texted her 30 times. 30 times. This is the darkest hour of my life. But you and I will fight to save our family. We need a credible alternative to me. She was tied up like a prior victim. Carolyn and I worked that case together. You're saying that we put an innocent man behind bars. You're desperate. Are you a suspect? I did not kill her. You really think that I killed Karen? It's a question everyone's asking. I am not a liar. Well, you are. I lied about the affair, but I didn't kill her. Does your wife think you're guilty? You know me. Did you strike Carolyn? Your DNA was found at the scene. They could put you away forever. Is there something else? I did not kill her. Sick! They have no case, so they're trying to free me. Nobody is above the law. I didn't kill her. I don't know how many times I have to say this. I did not kill her. I did not kill her. I did not kill her. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Voilà, présumé innocent. Merde, j'ai pas mis la date, mais c'est 2024, je suppose. Donc c'est une série créée par David Kelly avec Jake Gyllenhaal, Ruth, alors Nega, je suppose, et Bill Camp. Il y a aussi Peter Sarsgaard.
Donc on va suivre le procureur qui s'appelle Rusty Sabich, dont la carrière est bien avancée. Sauf que tout va basculer quand sa collègue avec qui il avait une liaison a été retrouvée morte chez elle, attachée selon le modus operandi d'un cas qu'elles avaient traité ensemble. Tout porte à croire évidemment que c'est bien lui qui l'a tuée. Mais est-ce que c'est si simple? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, le rythme est assez coolos. On suit à la fois l'enquête, les milliards de retournements scénaristiques de tout ça. C'est un peu what the fuck parfois, mais bon, bah, c'est le charme de ce genre de série et de... Comment on appelle ça? De genre. Et ensuite, il y a le procès avec toute la tension de est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce qu'il va tomber, blablabla. On doute évidemment toutes les 14 secondes de qui est le coupable, parce que on sait pas si c'est lui, mais on sait pas si c'est quelqu'un d'autre, puisqu'en fait, il y a personne d'autre sur la liste des coupables. Et bien sûr, la série va nous orienter à certains moments vers des personnes et vers d'autres personnes. Et bien sûr, à la fin, c'est le mind blow de la révélation. Voilà. J'avoue que je l'avais pas vu venir, parce que c'est très alambiqué. Mais pour une fois, ça m'a pas trop dérangé. J'ai été assez bon public devant. Peut-être parce que j'ai adoré voir Jake et Ruth Negga, que j'aime beaucoup, parce que je l'avais découvert dans la série Preacher, et elle me déçoit jamais à chaque fois que je la vois, donc voilà. Peter Sarsgaard, il est vraiment très cool aussi dans ce rôle. Bill Camp, donc voilà, on a des gros noms au casting, ce qui fait qu'on est... Enfin, moi j'ai trouvé que la série était assez cool. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est très sympa, classique dans son genre, mais ça fait le café. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une saison 2 et je suis en mode what the fuck. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi il y a une saison 2, mais très bien. Exactement, on la retrouvera dans le Loving. Donc voilà. Donc si vous aimez les séries d'enquête et ou de procès, vous allez être servi. Par contre, attention, effectivement, c'est vrai que les retournements de situation, il y en a toutes les 15 secondes. Ça peut être fatigant, mais moi j'ai trouvé que ça allait, ça passe. Voilà. Personne n'a vu cette série, je suppose. L'étonnement d'une saison 2 à ce genre de série, j'étais pareil quand j'ai vu Bloodlines. Ça me dit quelque chose, Bloodlines, mais je suis pas très série, donc je sais pas trop. On va partir piser en plein épisode. Si, en vrai, tu peux. Hein. Généralement, les révélations, elles sont en cliffhanger à la fin. Car l'histoire se boucle. Ah oui. Bah là aussi, en fait, voilà. Mais pas de truc qui m'a drive. Après, Terminator. Très bien. Au pire, tu mets sur pause. Quoi? Quoi? Et vous allez me dire qu'il y a des replays aussi sur Twitch. Je pense que vous vous méprenez. Monsieur premier degré. La saison 2 est une autre histoire, ça vient en série d'anthologie. Ah ouais? Parce qu'il y a encore la gueule de Jean-Michel Hu, de Jake Gyllenhaal. Du replay de live, it's la télévision. Du riz poêlé, putain. Du riz avec des poils. Et bien tout de suite, changement d'ambiance. La suite. Ok, parfait. On ne bouge plus, petite bite. Ah, yes. Laure Esposito, petite bite. Sauver le monde, je m'en bats les couilles. Attention. Fais pas le malin, petite bite, t'as reconnu? Non, on ne défonce pas les gueux, on sauve les gueux, on a compris. C'est pour toi, ça. Voilà, c'était Dead Set Immortalis. Pourquoi c'est pour toi, ça? Putain, je suis en train de capter. Alors, vous avez vu le truc le plus beauf de toute la série. Donc, c'est bien, ils en ont fait le trailer, ça fait plaisir. Alors, Dead Cell Immortalis, sorti en 2024. Du studio Bobby Pills. Alors, avec les voix de Alizé Lafito, Antoine Chomsky et Jérémy Crédeville. Je savais pas qu'il y avait une série Dead Cells. Moi, j'ai découvert parce que MV a passé les 2 premiers épisodes pendant un live. Alors, je l'ai pas regardé ce live, mais je savais qu'il est... Voilà.
Donc je savais que ça existait. Après, j'ai dû attendre que tous les épisodes soient sortis pour regarder les 10 épisodes que compte la série. Et voilà. Grâce à ses talents d'animation. En vrai, l'animation est cool. Alors, Laure Esposito, jeune gardienne de l'Ordre de la Vérité, doit trouver l'élu à tête de flamme qui va remplir la prophétie et sauver le monde du mal-être. Donc c'est une maladie créée par le roi du royaume. Je suppose que tout ceci fait partie du lore de Dead Cells. N'ayant pas fait Dead Cells, le jeu, je ne sais pas à quel point on est proche ou non de l'intrigue du jeu, mais voilà, ça dérange pas du tout pour regarder cette série si vous n'avez aucune idée de quoi parle Dead Cells. Alors je vous préviens, comme vous avez pu le noter dans le trailer, on commence les épisodes avec un humour vraiment très beauf et ras des pâquerettes pour bien appuyer que le personnage de Tête de Flamme est un gros sac à merde. Mais évidemment, c'est pour souligner qu'il va évoluer en présence de Laure Esposito. Et à la fin, il sera moins un sac à merde qu'au début. Alors, ce qui est bien, c'est que la série montre très très bien que c'est Laure qui est la réelle héroïne de l'histoire et que Tête de Flamme n'est qu'un connard prétentieux. Ça, on le capte assez vite. Donc c'est plutôt sympathique. L'histoire en soi ne casse pas trois pattes à un canard, sauf la fin qui est assez inattendue. Alors peut-être que si vous avez fait le jeu, vous n'allez pas du tout être surpris, mais en tout cas moi, comme je ne connaissais pas le jeu, j'ai été surprise. L'animation était effectivement très très cool, le doublage au top, belle qualité en vrai pour cette mini-série de 10 épisodes de moins de 10 minutes chacun, donc en gros en 1 heure c'est torcheille. Et bien sûr, tout est gratos, vous pouvez regarder ceci ici. Tous les jeux dans l'ordre chronologique, ah bah ça tombe bien, il n'y en a qu'un. Pour une fois. Par contre, c'est un roguelike. Donc, t'en as pour 400 heures. Tel un Civilization 6. Tu pourras demander à ce qu'il pleuve. Voilà, voilà. Bon, je vous ai tous appris que cette série existait, donc on va passer à la suite. Une game de scie, ouais. On va passer à la suite. Alors cette fois, je pense que vous avez vu ce film, puisque il date de 2008. Donc c'est bon, là. C'est bon, vous l'avez vu. Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. Qui est un dîner chez Coco. T'es pas un vrai cinéphile. I run a family business. This is my son and my partner, H.W. Plainview. You boys are a regular family business. Now you have a great chance here. My son is a healer and a vessel for the Holy Spirit. He has a church. Oh putain, Coco. I'm fixed like no other company in this field. I have a string of tools ready to put to work. That's why I can guarantee to start drilling. Bah t'es pas un vrai cinéphile là, donc. Putain, le trailer est tellement calme. When it comes to the showdown, they won't be there. There's a whole ocean of oil under our feet. No one can get at it except for me. We'll offer $150,000 for full title. When do we get our money, Daniel? I look at people and I see nothing worth liking. Don't bully me, Daniel, please! I see the worst in people. We have a sinner with us. Get out of here, devil! I have a competition in me. I want no one else to succeed. I can't keep doing this on my own. With these people. Voilà, There Will Be Blood. Sorti en 2008 de Paul Thomas Anderson, à pas confondre avec l'autre là qui fait des films de marde. Avec Daniel Day-Lewis, Paul Dano le bro et Dylan Fraser. Encore super bien. Bah GG. Moi je pense que je vais l'oublier en vrai. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Daniel Plainsview est un homme qui sait extraire le pétrole du sol. Il devient rapidement, à la force du poignet, un gros exploitant.
Un jour, il voit débarquer un étrange gamin qui lui indique que l'or noir coule à flot sous la ville de Little Boston. Daniel parie y exploiter les filons, mais ça mais ce qui aurait pu n'être qu'un énième site qu'il gère, ça va changer sa vie. Voilà. J'ai vu ce film, mais j'ai oublié. C'est bien de le dire. Alors, 1000 ans que je devais le voir, puisque c'est un des rares films que ma mère a vu au cinéma. Donc, littéralement, voilà. 16 ans que je devais voir. J'étais en train de me dire, ah bah oui, c'est l'année où est né Doudou, donc ça fait 16 ans. J'avoue qu'il est dur d'en parler ou de le résumer, tant il se passe rien et beaucoup de choses en même temps. C'est assez paradoxal en réalité. C'est rare les films où il semble ne pas y avoir de plot, parce que c'est seulement les bouts de vie d'un gars en fait. C'est vraiment, on suit le type faire des trucs, et il se passe des trucs, mais en même temps il se passe rien, et t'es là, je sais pas ce qui se passe, mais c'est incroyable. Mais en vrai, j'ai pas détesté. En vrai, je sais même pas, c'est pas que je déteste pas, hein, c'est juste que je vais l'oublier parce que voilà. Mais j'ai pas passé un mauvais moment dedans, j'étais à fond devant et tout, c'était très sympathique à suivre et tout. Donc voilà, je suis un peu en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui est bien, en fait, c'est que le personnage principal, c'est un gars ambigu et complexe. Donc, en plus, pas facile de savoir ce qu'on doit penser de ce type. Parce qu'il est obnubilé par son taf, par le pétrole. Et le reste a pas trop d'importance, sauf son gamin adopté, mais qui finit quand même par perdre, dans le sens métaphorique. Voilà, il ne meurt pas, je vous l'annonce. Spoiler alert. Mais donc, par un concours de circonstances. Aucune idée de ce que je dois comprendre de la fin non plus. Voilà, mais Daniel Day-Lewis, il s'est joué, donc forcément, il est incroyable dedans. Paul Dano, voilà, on n'est jamais déçu. Voilà, je sais pas quoi penser de ce film, mais c'était intéressant, c'était très étrange, mais voilà, je sais pas si je vais m'en souvenir, mais c'était sympa. Un 6 sur 10, c'est un sur 10. Sur la cover du film, j'ai vu ce film, mais j'ai oublié qui. Moi aussi, j'ai fait des exploits à la force de mon poignet. Putain. Ah ouais, il fait du acteur studio aussi. Ah merde, alors ça va être un sale con. Parce qu'on a déduit que si tu fais du acteur studio, t'es une sale merde. Voilà, c'est véridique maintenant. Et voilà, c'est ça. Exactement, c'est un pas gentil qui danse sur Otis. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas le dire. Bah non, mais on a checké. On a fact-checké et c'est bon, c'est validé sur cette chaîne. C'est comme regarder passer un train. C'est cool à regarder, les mécanismes. Que t'es pas sur le banquet. Non, là, il n'y avait pas de panique à la fin, mais oui. Non, c'est plutôt, tu regardes un train passer, t'es là, waouh, c'est trop bien, c'est exceptionnel. Et puis après, il s'en va et t'es là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis restée buggée, là? Donc voilà, c'est à peu près le même effet. Ah, bon. Est-ce que vous avez des choses à dire? Parce que sinon, on passe effectivement au 6 sur 10 après. 6 sur 10 de Coco. Si vous avez des trucs à dire, allez-y. Ok. Ah mais il va me rester ton 6 sur 10. Hein. Je suis choquée. Choquée à vie. Je sais bien que les actrices ne pouvaient pas se le permettre. Ah ouais? Alors qu'elles pourraient en vrai. Il y en a certaines qui peuvent se le permettre. Je pense que... Comment elle s'appelle? Oh, Meryl Streep, en vrai, elle pourrait. Charlize Theron, elle pourrait. Je pense qu'il y en a qui pourraient, en vrai. Je viens de finir Castlevania à l'instant. Bravo! Je ne sais pas quoi penser de cette anecdote. Surtout devant mon stream. Mais bravo! Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Je n'ai pas de hype Castlevania. Il y aura du sang. Par Action Studio, c'est quand tu vis ton rôle, mais on avait parlé il y a à peine une semaine. C'est quand tu vis ton rôle H24, tu le quittes pas. Donc si tu joues une sombre merde, t'es une sombre merde pendant toute la durée de ton tournage. Genre Christian Bale. Ah non, ça c'est sa nature. Ah oui, c'est ça la méthode. Putain. Plus que 3 autres à faire. Allez, c'est parti. Vas-y, enchaîne. Genre Connorman qui envoie des souris
Morte à Margot Robbie? Je sais pas. Peut-être. Jared Leto, voilà. Bah, Jim Carrey, je pense qu'il s'est fait happer. Mais vraiment, j'ai l'impression de revivre la même discussion. C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. On avait exactement les mêmes trucs, les mêmes noms, le même truc qui me sorti. C'est incroyable. Bah oui, c'est ça. Bah, c'est Jared Leto. Bah, Jared Leto, oui, c'est ça. Il fait ça. Ouais, exactement. Mais voilà. Je pense que Jim Carrey s'est juste fait choper par son rôle et il est pas sorti de... Il a pas fait la méthode. Là, il s'est fait alpaguer par son rôle. Déjà vu. Ah ouais, bah c'est... Bah voilà ce que je vis, moi, souvent. Bon, allez, on enchaîne. Mais on a déjà eu cette conversation. Chut. Tout de suite, la suite. Ah oui, j'hésite à vous passer la bande-annonce. Merde, est-ce que je vous passe la bande-annonce ou pas? Parce que je trouve que c'est bien de pas avoir les morts. Parce que je crois que Lys, elle s'est fait spoiler tous les morts. Toutes les morts. Et bon, après, c'est pas grave. Hein, vous allez pas crever si vous avez vu toutes les morts. Mais voilà, quoi. Mais pourquoi tu l'écris en majuscule, Actor Studio, putain? Actor Studio! Leur comportement sous prétexte d'art. Oui, bah de toute façon, si on en a déduit que c'était des sacs à merde, c'est bizarre. Je pense que ils utilisent pas la méthode quand ils jouent des gens bien, tu vois. Pas de BA. Très bien. Allez. Alien Romulus, tout de suite. Alors, le Alien. Bravo, le Alien Isolation Romulus. Alors, Alien Romulus, sorti en 2024 de Fede Alvarez, avec Kelly Spinney, David Johnson et Archie Reno. Oh merde, j'ai laissé des XX partout. J'ai pas été vérifier le nom des persos. Alors, pour ma défense, j'ai écrit ce texte lundi matin. Laissez-moi vous imaginer, imaginez l'état dans lequel j'étais. Alien Romulus. J'ai essayé de trouver un moyen de penser à autre chose. Alors, j'ai fait ça. Alors, Rain, bravo. Rain, jeune habitante de la planète. Et Andy, je suppose, revoit des potes à elle. Ceux-ci, les potes en question, qui travaillent en réalité dans l'espace, ont trouvé une station abandonnée dans laquelle ils pourraient voler des cryopodes. Alors, je les ai appelés cryopodes parce que moi, dans mon livre, ça s'appelle des cryopodes, mais j'ai aucune idée de comment ça s'appelle déjà. Des trucs qui gèlent les gens pour qu'ils puissent faire des voyages de 9 ans dans l'espace. Et pour donc faire le voyage, effectivement, qui les sépare d'une planète libre de toute oppression. Parce qu'ils se font oppresser, comme ça, sur la planète où ils vivent, puisque, bien sûr, la Weyland Yutani et compagnie, c'est vraiment des sacs à merde. Et eux, ils sont bien sucés la moelle. Sauf qu'évidemment, cette station abandonnée, elle n'est pas abandonnée. Bien. Des surgelés, mais quoi. De voir Paul, mais qu'est-ce que vous dites? Un gros congélo. Ah là là. Eh, Monsieur Bobine, il a mis 6 sur 10 aussi, tu penses ou pas? Bon, alors moi j'ai beaucoup aimé. Alors je sais pas ce que Monsieur Bobine en pense, mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. L'histoire elle est pas compliquée, mais très sympa. Elle met plus en exergue que les autres films l'oppression de la Weyland Company sur les habitants et habitantes de ce futur qui a l'air, ma foi, fort peu goûteux. Ces jeunes cherchent à s'extirper de tout ça. Ils sont en rébellion. Non, à l'oppression. Putain. Les personnages sont assez crédibles, assez cool. Leur synergie est assez sympathique. Je me suis jamais trop dit pendant le film qu'ils avaient des réactions cheloues ou vraiment tu te tapes la tête contre le mur en mode ah. Donc c'est un bon point pour ce genre de film. J'ai trouvé qu'il y avait une excellente utilisation des capacités des xénomorphes, mais surtout des bébous facehuggers, celui qui vous... Hop là, il vous fait un gros bisou. Et surtout de leur potentielle menace quand ils sont beaucoup. Parce que ça rend vite ces petites bestioles. Il y a que quelques caméos, et pas quelques cams. Quelques caméos ref fan service, mais c'est ni bloquant pour comprendre, ni trop saoulant. Peut-être juste la fin qui est pour moi un peu trop longue et un remake du 1.
Merci à eux de ne pas avoir fait le plan culotte, ça nous fait plaisir. Donc voilà, c'est à mon sens un bon Alien. C'est peut-être pour moi le plus gore de la saga, ou en tout cas celui qui ose plus montrer des trucs qu'on n'avait jamais vus, genre un humain se faire acidifier le visage. Et je trouve pas que la violence soit de trop ou qu'elle soit pas assez mise en avant. Moi je trouve qu'elle a sa juste place, en tout cas pour la saga Alien, qui n'est pas réellement gore à mon sens. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont reproché à la série, enfin à ce film, de ne pas être assez violent. Nouma l'a mangé avant qu'il finisse sa review. Comment? Sont pués. Comment? Sont pués. Les 30 premières minutes sont magnifiques. Et puis... Ah bon? Ah super. Ah toi t'as pas aimé? C'est-à-dire? C'est ça? Mais il y a le premier inhérent aux suites et reboot comme les clins d'œil relous. Ouais, moi je sais pas. Surtout après quand... Ouais, voilà. En vrai, Covenant, ça va. Je le trouve ok tiers. Prometheus, c'est vraiment de la merde. Quelques KDO. Il était pourtant violent, ouais. Bobine avait dit que c'était très bien existé, très fidèle, trop scolaire. C'était pas très... Ah bon? Oh, moi, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Bah, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un film qui dénote par rapport aux autres. Justement parce qu'il a une violence qu'on n'a pas vue ailleurs. Je trouve justement qu'il est plus osé que pas les Fincher, les Ridley Scott, Prometheus et Covenant, qui sont pour moi l'archétype du blockbuster un peu mielleux, nul, où il se passe pas grand chose. Même la créature qui sort du dos. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, hein? Brasse un peu dans tous les autres films. Ah ouais, je suis pas d'accord du tout avec cette analyse. Moi, je trouve justement qu'il a une âme qui est très différente des autres. En fait, c'est pour ça que j'ai du mal à le classer, parce que je ne sais pas où le mettre, et je vous avais dit, hein, quand je suis revenue de la séance, je ne sais pas où le mettre entre le premier, le 3 et le 4. Parce que j'aime pas le 2. J'aime pas le 2, j'aime pas Prometheus. Covenant, bon bah c'est le dernier des 4, mais voilà. C'est le début où il se démarque, genre, sur la planète Mine. Ah ouais, vous trouvez? Alors que moi, j'en ai rien à foutre de la planète Mine, je m'en souvenais même plus, tu vois. Ouais, je sais que beaucoup aiment le 2, je le trouve nul à chier, moi. Mais j'aime pas l'armée, j'en ai rien à foutre de l'armée, je déteste les militaires, ils me cassent les couilles, là. Putain. Moi, justement, j'aime les huis clos. Dans le 2, il n'y a pas de huis clos. Et surtout, l'armée des aliens, elle est ridicule. Ils font pas peur, ils sont juste 130, et t'es là, bon, bah, canardez-les, effectivement, bah, canardez, en fait, vous avez rien d'autre à faire. Alors que là, il y a une tension, et pourtant, ils sont plus, hein. Enfin, ils sont pas mal, hein, dans celui-là. Adoré et détesté en même temps. Comme il n'avait pas le droit d'être lui-même, surtout qu'il est brillant. Quand il est lui-même, genre la colonie, plus compagnie. Ouais, vous avez vraiment souvenir du premier du début, alors que moi je m'en souvenais plus du début. Super. C'est quand même mon préféré. Ouais, je suis pas d'accord. Mais c'est parce que j'ai pas les mêmes avis que sur les. Vraiment le 2, je le trouve nul. Je le trouve. En fait, on dirait une vieille série B nulle à chier là. T'es là, bon, d'accord. Le 1, il est hors catégorie. Le 3, il est tellement huis clos, tellement bizarre, qui passe très vite dans mes préférés. Et le 4, c'est du Genet, donc il est encore plus bizarre et t'es là, what the fuck. Et Romulus, il se classe dans ces 3-là pour moi. Pour moi, il est en tête de classement et je ne sais pas où le mettre, en fait. Mais moi, de toute façon, c'est sûr. Hein. En vrai, il y a Covenant et presque, je dirais presque Aliens. Il se place derrière Covenant, hein, c'est pour dire. Hein. Je l'aime vraiment pas. Hein. Et après, bien sûr, Prometheus qui est vers là-bas. Hop, là, dans le coin, là, avec le mouton de poussière, là, au fond. Plus personne n'en parle de ce film. C'est finito. Ouais, non, voilà. Ouais, non, voilà. Et on est dans un coussin. Je sais pas. Alors peut-être parce que c'était aussi un jour où j'étais vachement bien lunée, hein.
Allez. Oh, waouh, tu le mets même devant le 1. Oh, c'est dur. Hein. Oh, ça, c'est dur à lire. Ouais, bah non, je sais pas. Moi, je dirais le 3, 4 et Romulus qui sont en deuxième place, en vrai. Hein. Je ne sais pas les classer, ces trucs-là. Il suce des glaçons sur sa planche. La revue des aliens, oui. Ouais, non. Ah non, Aliens, c'est vraiment pas mon truc. Non, je le trouve vraiment pas bon. Hein. J'arrive même pas à comprendre ce que vous aimez dans ce film, en fait. C'est terrible. Pauvre Aliens. Mais bon, voilà. Bon, bah, on n'est pas d'accord. C'est pas grave, hein. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a fait plaisir. C'était rafraîchissant. Alors, mais après, peut-être parce que moi, j'ai peut-être pas vu tous les clins d'œil. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a un énorme caméo pendant tout le film, mais je l'ai pas trouvé déconnant. En vrai, je l'ai pas trouvé déconnant. Au début, je me suis dit, ah non, quand même, c'est chiant. Et puis après, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, en fait, c'est logique qu'il soit là, donc ça me dérange pas du tout. Non, j'ai bien aimé. En vrai, j'ai rien à dire sur machin. Mais qu'est-ce qu'il dit, Coco? Mais où est-ce que tu classes Bienvenue chez les Ch'tis, par contre? Parce qu'on ne sait pas, là. Bien, allez, on change tout de suite d'ambiance. C'est parti. Ah, これ娘カリン。カリンちゃんは何年生？5年生です。いい子にしてるわ。母さんの命日まで今戻ってくるから。は？バカもしもし。あんたちゃん。しばらくここにいるから面倒見てあげて。了解マンニャー。あの猫何なんですか？人間みたいに喋ってる。あんずちゃんは化け猫だからね。にゃー。ここだな。そこでちんちん。ほらほら、そんなところでおしっこしない。にゃー。Ah voilà. Heureusement qu'il y a vraiment tous les trucs beaufs dans les bandes annonces, hein, ça me fait plaisir. 3年前に母さんも死んで一人ぼっちなの。お父さんに捨てられたとか嘘じゃん。偉そうなこと言わないお嬢さんが心配してる。で。いいねここ。じゃあさ、お願いあるんだけど、母さんになりたい。ここが地獄の入り口じゃ。帰れなくなっても。あんた何やってんの？お前ら何やってくれてんだ。だね、こんなとこまで。逃亡者が出ました。遅い。私を下ろして2人は逃げて。絶対ダメ。あずちゃん。かりんちゃん。そりゃあこの世の果てまで行くんだにゃ。Voilà, Anzu, le chat fantôme. Sorti en 2024 de Yoko Kuno et Nobuhiro Yamashita. Avec Mirai Moriyama, Munetaka Aoki, Miwako Ishikawa. Karine, petite enfant, se retrouve larguée par son père dans un temple où vit son grand-père, mais aussi un énorme gros chat. Un chat fantôme, un chat qui a refusé de mourir et qui est devenu un esprit. Karine, enfant rebelle, n'aime pas être là et n'aime pas Anzu, mais ils vont devoir s'acoquiner pour aller à Tokyo sur la tombe merde de la mère de Karine. Attendez, j'ai viré mes recos. Ouais. C'était trop chouette et super chelou quand on connaît pas trop l'histoire. En gros, moi j'y suis allée en ne voyant que l'affiche dans Paris. Je me suis dit, oh trop bien, finalisation avec un gros chat. Let's go. J'avais pas du tout vu la bande-annonce, donc je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler. Je vous en ai très peu raconté, mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Si ça part en couille à un moment, faut juste se laisser porter et apprécier la vague du fun. Voilà, parce que c'est vraiment spécial. Anzu est un chat beauf qui pète et a son petit caractère. Voilà. Alors moi, évidemment, les blagues de paix, vous savez que j'adore. N'hésite pas à clip loud cette phrase à nouveau. Karine est en colère et boudeuse, mais ça passe très bien parce qu'elle retrouve son côté jovial souvent. Donc c'est pas juste une meuf en colère, voilà, juste pour être en colère. Elle est assez nuancée et surtout elle ment. Elle ment beaucoup pour s'appâter les faveurs des gens et essayer de grappiller de l'argent à droite à gauche. Donc c'est assez marrant.
En gros, elle se laisse pas faire, quoi. L'animation est vraiment super sympa. Et pourtant assez simple. Les décors sont parfois sublimes avec des couchers de soleil, enfin des couleurs de coucher de soleil absolument magnifiques. Si vous aimez le Japon, évidemment, vous allez être servi. Un film d'animation conseillé si vous êtes curieux et curieuse. Voilà. Dans sa coquine mazette. Voilà, donc je suppose que personne n'a vu ce film. Moi, toutes les recos. Mais ouais, allez le voir si vous avez l'occasion, c'est rigolo. Les gens aiment le Japon. Pour changer. Peut-être que le suivant, vous l'avez vu, hein, il est sorti en 2025, visiblement. Qu'est-ce que j'ai écrit en 2015, putain. Oh là, la drogue. Hein. Là, j'ai bavé, ouais, j'ai bavé sur mon doigt, très bien. Et bien tout de suite la suite, vu que vous avez l'air d'être vachement emballé pour tout ça. Allez, salut. Putain, allume-toi. Michael, how are you? I found something really interesting. C'est vrai que c'est pas The mal. whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. The housing market is rock solid. It's a time bomb. So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear Est-ce que shoes, vous appréciez qu'il y ait knows tous more les than noms Alan des actrices Greenspan. bas là, enfin, que des acteurs. I am getting madder and madder. Then this guy walks into my office and says, There's some shady stuff going down. All the banks were having a big old party. A few outsiders saw what no one else could. The whole world economy might collapse. the banks got greedy. Oui, bah en vrai, le film c'est entre couilles. You want to bet against the En même temps, la finance, ça va être entre couilles. You're either high or having a stroke. Kind of brilliant. I'm sure the world's banks have more incentives than greed. You're wrong. Ouais, mon acteur préféré. This thing's hitting Europe. Greece and Iceland are finished. Spain is teetering. If you're wrong, you can lose it all. Okay, here we go. Voilà, le Big Short. Et on parle... Ah oui, putain, le gros Bermuda, je viens de capter. Putain. Ce Big Short, sorti en 2015, d'Adam McKay avec Christian Bale, Steve Carell et Ryan Gosling. Et bien sûr, les entrecouilles qu'on a vues tout à l'heure. On va suivre l'arrivée de la crise des subprimes qui a touché les US en 2007 en suivant ceux qui l'avaient prédit et qui vont profiter de ce système. Alors, McKay a fait un virage à 360 degrés dans son cinéma, passant de la comédie au film très sérieux sur la politique et les problèmes que cette politique engendre aux États-Unis. Ici, on peut le voir s'attaquer au marché spéculatif de l'immobilier réputé infaillible, sauf que évidemment rien ne l'est. Surtout, et quand tout s'est effondré, évidemment, ce ne sont pas ceux qui ont joué qui ont perdu, mais bien les pauvres qui se sont écrasés les dents contre le bitume. Voilà, donc le film essaye de résumer et d'expliquer tout de manière ludique, grâce à des apartés de stars ou avec des métaphores, mais il faut quand même s'accrocher le slip pour tout capter. Parce que même si j'ai pas tout capté, hein, voilà, j'ai quand même saisi en globalité ce qui s'est passé, et bon, bah, ça casse les couilles, hein. Film très pessimiste, car même s'il est, alors, gentil, alors on va les appeler gentils, parce qu'en fait, bah, ils ont bien profité du système, évidemment, ils voulaient le dénoncer, mais ils se sont quand même enrichis au passage, et même eux, à la fin, ils ont des remords, donc voilà. Mais, donc voilà, même les gentils ne le sont pas. C'est les connards qui gagnent à la fin, et personne n'est mis en tôle, sauf un pauvre pecno, voilà, qui a été pris au hasard sur la... Voilà, oh, ça sera toi. Et évidemment, donc personne n'a payé pour les 8 millions de personnes mises à la porte à cause de cet effondrement du marché de l'immobilier aux US. Voilà, donc à voir si vous n'avez pas peur de déprimer de ce monde capitalisme de merde. Ah, purée, c'est lui. Comment ça? Quand tu rigoles à mes blagues, sans même... Mais moi, des fois, j'ai pas les rêves, ça me fait rire quand même. Oui, c'est lui. Mais c'est pour ça que je t'ai dit... Je sais pas si je te l'ai dit.
J'ai failli dire, mais oui, on va parler mercredi. Donc ouais, il y a Loud qui m'a conseillé ses premiers films, ce sont des comédies. Et j'ai téléchargé les 2 premières, je crois. Donc on va voir. Peut-être encore du Mackay, prochaine reco, hein, je sais pas. Alors est-ce que quelqu'un a vu ce film? Quelqu'un veut dire quelque chose? Ou se taise à jamais? Pendant ce temps, on va écouter Calandra. Voilà, et sur le replay, bien sûr, personne n'aura le son, donc ça va être vraiment très sympa à écouter. Je l'ai vu, mais j'ai rien à dire. Je me rappelle plus tellement, il y a de trucs... Ouais, par contre, c'est dense. Hein. C'est dense. Il faut vraiment s'accrocher à son slip. Très bien. Eh bien, on passe à la... Alors, nous allons entrer dans une phase un peu spéciale, puisqu'en fait, samedi, une amie est venue me voir pour me proposer le projet qu'elle me propose tous les ans. Donc, pour ce projet, j'ai regardé 3 films d'horreur réalisés par des femmes, puisque c'est le thème de son projet. Voilà, donc nous allons voir ensemble 3 films d'horreur féminins, réalisés par des femmes. Voilà, je les ai tous regardés entre samedi et dimanche. Il y en a un, je l'ai même vu en 3 fois, parce que j'étais en train de m'occuper de Doudou en même temps. C'était un bordel! This depiction is dangerous. Come on, Enid. I'm cutting it. Britain is invaded by a wave of corrupt horror videos, confusing fiction with reality. Didn't that get to you? Some of those scenes were so excessive. I do it to protect people. Maybe Enid could watch my latest Frederick North submission. I'm sure you could slip me a 15. It's harmless, I promise. There's this actress. I've got this feeling that it's Nina. We need to find a way to let go. I would know if she died. You've never been clear on exactly what you remember. Could be basic trauma. You'd be surprised what the human brain can edit out when it can't handle the truth. It's complete hysteria. Maybe you could help me. I was looking for some Frederick North films. You know, if someone did take her, then they're still out there. What's going to happen to her? Well, that's top secret. People think that I create horror. Horror is already out there in all of us. Voilà, Sun sort. Ah oui, Don't Look Up, moi j'ai trouvé que tout le monde avait fait... Enfin, il y avait trop de hype autour de Don't Look Up que j'ai regardé et je n'ai aucun souvenir. Donc voilà. Mais effectivement, vous avez raison, il faut être un petit peu fan du sujet pour s'intéresser à ce film. Voilà. Oui, à la fin, on est en mode bias, bah, c'est super. Voilà. Agre. Et je me rappelle aussi que j'ai pas mis une reco parce qu'en fait, en vrai, je me suis grave fait chier devant le film et j'avais regardé un film avec David Tennant. Mad to be Normal, un truc comme ça. Et j'avoue que c'était pas passionnant. C'était sur un psy qui a des méthodes un peu cheloues dans les années 70-80. Voilà, je me suis grave fait chier devant le film, donc j'ai même pas terminé. j'avais trop sommeil et vraiment je m'ennuyais devant, donc je suis allée me coucher à la place, donc voilà, je vous le dis, je l'ai pas noté. Sinon, repartons pour les films d'horreur féminin. Censor, sorti en 2022, de Prano Bailey Band et Anthony Fletcher avec Niamh Algar, Michael Smiley et Nicolas Burns. Enid travaille dans une sorte d'agence de la censure de films pour couper les passages trop violents ou trop gore pour préserver la jeunesse ou le public de l'époque Thatcher. Elle est fière de son travail. Un jour, elle doit visionner un film qui lui rappelle des images de son enfance qu'elle a oubliées, le jour où sa sœur a disparu sans laisser de traces. Alors, elle va tout faire pour tenter de reconstituer les morceaux de cette mémoire défaillante.
Alors, c'est un film d'horreur, mais il ne fait pas peur, voilà, pour changer. Voilà, vraiment, dans les 3, il n'y en a aucun qui fait peur. Hein. Enfin, selon mon avis de personne chelou. Le plus flippant, à la limite, c'est les extraits de films à censurer. Et même ça, on voit vite les trucages, etc. Donc bon, voilà, c'est assez vite désamorcé. J'ai beaucoup aimé le casting, surtout l'actrice principale, qui joue une personne plutôt stricte, sévère, censée être froide. Mais j'ai pas trouvé, en vrai, moi je trouve qu'elle est... Bah, elle fait juste son taf, elle est dans son truc. Alors, peut-être que ça m'a rappelé un personnage de mes livres, voilà, on sait pas. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai plus sympathie pour elle que d'autres gens. L'intrigue est assez cool, la fin est un peu étrange. La fin est claire, parce qu'elle nous indique quoi comprendre, même si je ne sais pas interpréter le message du film. En gros, il y a une sorte de réflexivité autour de la violence du cinéma, alors que nous matons nous-mêmes un film d'horreur qui est censé être violent, donc potentiellement censurable. Alors peut-être que je suis un peu con et que j'ai pas tout capté, mais j'ai l'impression... C'est comme si le message du film, c'était de dire que c'est pas bien de mater des films d'horreur, parce que ça vous rend violent, mais ça serait se mettre une balle dans le liep. Donc j'ai pas tout compris, j'ai pas compris. Et en même temps, dans le film lui-même, il y a cette histoire, en fait, il y a un sous-plot qui parle de ça, regarder des films rend violent, mais c'est désamorcé, et donc t'es en mode « what the fuck ?» Donc voilà, alors, j'ai pas compris, mais c'est pas grave, hein, ça m'a pas empêché de vraiment bien kiffer le film. Très belle ambiance, les cadrages, les décors, les couleurs, c'est vraiment très beau, très très cool. On voit l'Angleterre des années 80. Bref, j'ai bien aimé ce film, dont le souvenir me laisse quelque chose de très doux, étrangement. Donc c'est pour ça, vraiment, je vous dis, enfin moi, ça m'a pas fait peur, j'ai juste le souvenir que c'est assez doux, assez calme. Call of, putain. Et vous allez voir, ça va revenir que je trouve les 3 films très doux et calmes, alors que bon... Voilà, quoi. Donc personne n'a vu ce film, je vais supposer que personne n'a vu ce... Alors le prochain, c'est sûr que vous l'avez pas vu, mais celui-là, voilà. Il y a des gens sur Twitter qui ont bien aimé celui-ci. Donc voilà. Bien. Eh bien, on passe à la suite. Donc, pour les 3, oui, je pense que les 3, là, ça va être... On est sur de... Voilà, quoi. La suite. Le futur. เมื่อวานนี้เธอได้ยินเสียงคนห้องปะมันเหงาหลายใดนับตั้งแต่เริ่มตาบอดเมื่อหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาคือโลกหน่วยนี้มันแคบลงนับตั้งแต่เสียสายตาคิดว่าเห็นภาพหลอนตอนที่มาดามบอกถึงเลขนั้นมันหมายความว่าตั้งไหนเลขยังอยู่ได้แก่364ฟังอีกทีนึง364ลูกเห็นแม่มาตัวเพิ่นมีแต่เลือดและสิ่งที่มันบอกมันก็บ่มีความหมายVoilà, Dearest Sister. Alors désolé, je vous ai coupé la bonne annonce. Dearest Sister, sorti en 2016 de Matido. Alors là, ça va être compliqué, j'espère que je vais pas mal prononcer, avec Amphifen Fimapunia, Viluna Fetmani et Tambet Twisk. Jean-Pierre Foucault est responsable. Mais qu'est-ce qu'il dit?
Nock doit nourrir sa famille et est donc envoyé chez une cousine qui habite la capitale pour être sa dame de maison. Cette cousine, Anna, perd la vue de plus en plus et voit des personnes mortes. Voilà, c'est fort sympathique. Nock va vite découvrir que ces personnes mortes peuvent l'aider à s'enrichir. Le présentateur du loto, c'est Jean-Pierre Foucault? Mais non. Enfin, en tout cas, à mon époque, c'était pas lui, hein. Enfin, je crois pas. Je sais plus. Alors, qui dans le chat a déjà regardé un film laotien? Voilà, on va faire un petit sondage. Je suis sûre que vous allez tous répondre oui. Bah moi, jamais. Hein. Bah voilà, c'était mon premier. Et évidemment, j'ai adoré. L'ambiance est trop cool. Il ne fait pas peur du tout, encore une fois. Même les visions des morts sont calmes, douces et pas trop violentes. Il y a juste un moment où il y a un petit peu de sang. Le film a été littéralement fait avec de l'argent de poche. Et je trouve giga quali pour un budget de seulement, attention, accrochez-vous, 10 000 $. Et une sponsor en bière de 500 $. La réalisatrice d'ailleurs a rigolé du fait que les persos dans son film boivent beaucoup de bière. Bah fallait écluser les 500 $ de bière. Hein. Voilà. Donc j'aime bien ce film parce qu'il est très immoral au final. En fait, ni Nook, ni Anna, ni le mari d'Anna, ni les serviteurs de la maison ne sont moralement bons ou mauvais. Et elles vivent tous pour s'enrichir et survivre les uns sur les autres. Et elles se bouffent la gueule tout le temps pour des différentes raisons. Une chouette ambiance à la maison. Voilà. Les décors, évidemment, m'ont rappelé la Thaïlande, toute proche géographiquement. Alors, il est dispo qu'en anglais. J'avais que les sous-titres pour les parties en laotien. Heureusement, Yael parle un anglais très clair le reste du temps, donc j'ai pas eu de mal à suivre le film. Donc voilà, à voir pour les curieux et curieuses. Je suis pas sûre, wesh. Non, c'était pas lui. Ah bah voilà. Je rebondis sur Nouma, mais qu'est-ce que... Il faut pas faire ça, ça va lui faire mal. 500 $ de binge, ça se refuse pas. En vrai, elle a eu 4500 en argent de la marque de bière et 500 en nature. Et elle a dit qu'elle s'était retrouvée avec des caisses, mais jusqu'au plafond de bière et qu'elle savait plus quoi en foutre à la fin. Putain, t'imagines, putain, la sponsor de merde qu'on fait. Oui, j'ai compris qu'il remplaçait. Mais bon, voilà. Ah bon, Noma, pas sur toi? C'est bizarre. On n'est pas dans la même pièce. Vite, Coco, cours chez Noma. On sait jamais, oui, bah oui, c'est... J'aurais pu douter, hein. C'était évidemment très clair que c'était... C'est ce que tu crois. Non, heureusement, je comprends très bien le second degré. Voilà, je suis cachée dans le compteur électrique à côté des chips. Il faut aller le chercher. Bien. Bon, bah personne n'a vu ce film, hein, je suppose que là on est au fond du panier pour vous, là. J'ai raclé le fond de tiroir, là. Mais il est vraiment bien, hein. Putain, c'est... En vrai, moi j'ai beaucoup aimé, hein. Bon, alors même si je l'ai vu en 3 fois sans frais, là... Ah, je crois que je l'ai pu en fichier, là. Non, je l'ai viré. Tu cherches aussi, ouais. J'avoue. J'avoue que là, Et j'étais trop deg, parce que ça devait être lui que j'avais choisi pour en parler dans le projet. Et ma pote, elle me dit « Ah non, je l'ai pris !» J'ai fait quoi? Sur l'entièreté des films du monde! Sur les 200... Peut-être pas 200 milliards. Sur les je sais pas combien de films faits par les femmes d'horreur. Il fallait que tu choisisses celui-là. Donc voilà, c'était très drôle. Le seul film d'horreur, là aussi, fait par une femme. On s'est battu pour l'avoir et j'ai perdu. J'ai perdu. Terrible. Je te laisse dedans. Tu trouves pas en semoule? Eh ben moi je l'ai. Mais parce que moi j'utilise le pouvoir de la rivière. La force du torrent. Tu vois? Un jour peut-être tu viendras du côté lumineux de la force. Au revoir. I miss you.
Love you, mommy. C'est pas vrai. Hi, mommy. Honey, Aisha's here. Aisha. I don't want you to feel overwhelmed. Okay. Here's any number you need, including her therapist. Thank you. Let's go. Jobs don't fall from the sky. Just work hard to keep it. Where you from? Starts with finesse. South Africa. Okay. Senegal. Oh, we got a winner. I haven't seen my son in almost a year. Your son? Yes. I need to bring him here. Very soon, Lamin. Always very soon. The spirits are trying to warn you. Do not ignore the signs. You have paid me what I am owed. You think Ash is just laying around? I am a mother too. I thought so. I miss my country. Every day. You gonna be okay? I wish I knew what's happening to me. Nanny. Coco, tu me demandais ce que c'est qu'un thriller psychologique, enfin un film d'horreur psychologique. Bah, c'est les trois que je viens de présenter. En gros, c'est des films qui font appel à la psychologie plus qu'à l'horreur. En gros, là, par exemple, ça va être des entités, mais en fait, ça reflète juste son mal-être à elle. Tu l'as déjà demandé? Si. Si, tu l'as demandé. Quand on était en vocal, tu m'as demandé ce que j'appelais l'horreur psychologique. C'est exactement le préquel de Super Nanny. Alors, Nanny, sorti en 2022 de Nikatu Josu avec Anna Diop, Michelle Monaghan et Sinqua Walls. Aisha est une aide à domicile qui va s'occuper de Rose, une enfant riche. Son père est artiste, pas souvent là, et courant les jupons. Et sa mère est bourreau de travail qui ne pense qu'à sa carrière. Aisha, elle travaille pour faire venir son fils à New York et le sortir du Sénégal. Mais des entités spirituelles de son pays vont venir la mettre en garde. Tu t'en souviens pas? Eh oui. On était en vocal et c'était jeudi dernier, je crois, un truc comme ça. Mais on a changé de voilà. J'ai du mal à comprendre. Ah oui, d'accord. Bah si, tu m'as demandé des exemples. Et en fait, j'avais même ouvert mon anglais sens critique pour t'en trouver, mais on a changé de conversation et donc j'ai jamais pu te dire. Mais voilà, par exemple, ces trois-là, pour moi, c'est de l'horreur psychologique, surtout celui-là, en fait. Et le premier aussi. J'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. J'ai beaucoup aimé le personnage principal. On voit bien qu'elle fait ce qu'elle peut pour tout gérer, surtout ces deux gros cons d'employés. Même si la mère a un peu plus ses raisons d'être une abrutie, ça n'excuse pas son comportement. Heureusement, elle trouve d'autres personnes pour la soutenir, dont une relation assez douce et mignonne qui va intervenir à la moitié du film. Les apparitions des entités arrivent très lentement et progressivement, voire même à la toute fin du film. On aura Anansi, l'araignée trickster. Je crois que c'est l'une des entités les plus connues des cultures africaines. Et Mamiwata, que je ne connaissais pas, qui est une créature aquatique ressemblant aux sirènes. J'aime ce film car il nous montre que ces entités ne sont pas fondamentalement méchantes. Donc on n'est pas dans un film américain classique où c'est elles qui vont provoquer le mal. Elles sont juste des mises en garde, des messages à faire passer. Et comme c'est dit dans le film, c'est le moyen de faire passer ces messages qui est douloureux. Voilà. Comme la vie en somme, en gros, les épreuves que l'on vit sont dures, mais pas le message en soi, qui peut être pris positivement comme quelque chose pour aller de l'avant. Je n'en dis pas plus si vous voulez avoir la découverte de ce que ça signifie pour elle. Comme les deux autres films précédents, super ambiance, joli cadre, joli décor, les lumières à nouveau très marquées dans les pièces, les papiers peints, la maison de la vieille, bref, très 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 beau décor, enfin bref, l'esthétisme de ces films est vraiment magnifique. On peut entendre d'ailleurs du Wolof dans ce film, c'est assez cool. Et je remarque que les femmes,
réalisatrice. Alors après, peut-être parce que je choisis évidemment des films d'horreur psychologiques que j'aime beaucoup, qui pour moi sont des films moins violents, mais qui comme ils traitent de psychologie, je trouve ça plus intéressant. Enfin, moi personnellement, je trouve ça plus intéressant. Et ça en fait des films plus doux, plus atmosphériques et plus calmes. Ça joue, en tout cas les femmes réalisatrices jouent beaucoup sur l'image, souvent très belle, mise en lumière, etc. Et mise en valeur de leurs actrices le plus souvent, qui sont dans des rôles principaux. Voilà, donc je vous conseille ce film et je vous conseille le cinéma féminin horrifique. Et je vous mets une liste de 200 films, si jamais ça vous dit. Voilà. Il y a dans cette liste, d'ailleurs je ne savais pas, mais je vous avais parlé il y a plusieurs recos de Don't Worry Darling. Et c'était réalisé par une femme et j'avais beaucoup aimé. Alors pareil, il m'avait pas du tout fait peur, mais j'avais beaucoup aimé ce film. Et il y avait la meuf avec ses gros joues, là, machin Pug. Voilà, c'est très clair ce que j'ai à dire. Ah non, c'était pas elle. Ou alors je me trompe, mais pour moi c'est Pug. Ah, Florence Pug, voilà, c'est ça. Voilà, vous avez trouvé. Comme Freddy, les griffes de la nuit, exactement. Pug. Donc voilà. Putain, j'ai cru que j'avais fini les recos. Pas du tout, on a 3 jeux vidéo à parler là. Allez, on ne s'arrête jamais. C'est parti. Ah, c'est la réalisatrice, d'accord. Elle est très belle aussi. PTDR, t'as cru que c'était fini? Donc, moi aussi j'écris Flore 3. Piou. Pug, c'est cool. Bah oui, Pug, c'est cool parce que c'est le terme anglais pour le petit chien, là. Attends, Pug Dog. Si je tape Pug Dog, normalement, c'est le chien tout fripé. Ou alors, je dis vraiment de la merde. Ouais, c'est ça. Si tu tapes Pug Dog, vous allez voir, c'est les chiens très fripés. Voilà, ça me fait rire. Je dis puff. Puff. Et ben on dit piou piou, visiblement. Florence piou piou. Mais de toute façon, je vais oublier encore qu'elle s'appelle Florence. Donc voilà. Personne n'a vu Nani, je suppose. Par contre, oui, donc moi je l'ai vu en anglais, sous-titré anglais aussi, pareil. Je n'ai pas les sous-titres français. Je me souviens même plus si Son sort, je l'ai vu en anglais ou en français, en sous-titré anglais ou français. Je suis tellement bilingue que j'oublie. La connasse. Florence piou piou. Ça se dit piou. Pas vu, pas pris. Aïe, aïe, aïe. Ah, le prochain, vous m'avez vu y jouer pour certains. Donc c'est bon, on va pouvoir discuter. Ou pas. Bon, après, il n'y a rien à dire sur ce jeu. Il est mignon, c'est tout. Hein. Ah bon? Allez. Matez-moi ça, là. Timber. Bien vu. Non. Ça tombe bien, c'était sur 2 jours. Enfin, 2 week-ends. C'est... J'aime bien la musique qui va pas du tout, mais c'est une musique libre de droit, je pense. Donc utilisable pour ce trailer. Oh, le tab! J'ai gardé calme. Lumberjack. Voilà. Lumberjack, sorti en 2022, disponible sur le Game Pass du studio Final Boss Game et édité par Armor Game Studio. On incarne un ours qui va nettoyer les infrastructures que les humains ont construites pour rendre à la nature sa place. C'est assez court. Je pense qu'on l'a fait en moins de 2 heures. Enfin, que je l'ai fait en moins de 2 heures.
Mais c'est très suffisant. On s'amuse rapidement à détruire sans pression les bâtiments des humains et à leur mettre des grandes baffes dans la gueule pour qu'ils aillent toucher de l'herbe. Chaque endroit est un puzzle à résoudre. Chaque destruction nous fait monter une jauge et dès qu'elle est remplie, on peut augmenter notre arme pour détruire de plus gros bâtiments encore. Les niveaux sont assez simples, même si, bien sûr, il y en a 2 où Coco a dû m'aider à trouver la solution, parce que bon, je suis un peu con. Les pattes aussi, c'est vrai, on peut pas des gens. Et l'histoire est mignonne, car on vient en aide aux autres animaux pour qu'elles puissent revivre correctement, parce que, évidemment, les humains ont tout défoncé leur habitat. Grosse entraide, certains nous permettent même de nous déplacer sur l'eau ou nous offrent des bombes. Il y a des animaux qui dabent. Qu'est-ce que voulez-vous de plus? Bref, c'était très très stylé. C'était bien sympathique en vrai. Non, en vrai, c'est très drôle, Nouma. En vrai, c'est très drôle de leur mettre des grosses tatanes dans la... Parce que vraiment, ça fait le bruit de baffe. L'humain, il tourne sur lui-même et ensuite, il va littéralement toucher de l'herbe. C'est-à-dire qu'il va aller peindre, méditer, lire, faire du surf, etc. Donc en fait, il passe de son petit costume... d'employé et hop il va aller toucher de l'herbe et il va faire des activités plaisantes, c'est très drôle. Non c'est ça vaut le coup de mettre des baffes. c'est vraiment mignon. Non, c'est vraiment un jeu très très cool, très coloré, très facile, très voilà. Donc si vous avez le Game Pass, je vous encourage à profiter de 2 heures de votre vie pour tataner des gens et rendre à la nature sa place, bien sûr. Très sympa. C'est la lutte. Je me suis ratée. Allez. Allez, la suite. Tout de suite, la suite. Alors, celui-là, pas beaucoup qui l'ont fait, je pense. Clic. 2 tours sur 6. Tu peux jouer aux 2, en fait. Ah oui, pardon, c'était sur Epic. Oui, t'as raison, Flo. C'est là où je l'ai eu, ouais. Effectivement. Je me suis trompée. Bah en vrai, elle est bien la bonne annonce, hein, je l'avais jamais vue. Ah oui, ça peut dû être ça. Voilà, In the Water. Out Now, c'est pas le titre du... Quel con. Allez, In the Waters, sorti en 2020 du studio Jump Over the Age et édité par Fellow Travelers. Recommandé par Lys et Jean Joub depuis 1000 ans. Et j'ai enfin testé. Nous sommes une sorte d'entité robotique qui aide à distance la chercheuse Ellery Vass pour qu'elle se déplace dans cet immense fond marin à la recherche d'indices pour comprendre ce qui s'est passé sur cette planète. L'histoire est classique, mais le format est hyper original, donc ça passe totalement. J'ai réussi à me faire cueillir un moment par un tout petit détail. Alors quand je dis cueillir, c'est chialer. Hein. C'était inattendu et surtout pas en mode pathos, donc on peut passer totalement à côté. Moi, je sais pas pourquoi, en vrai, ça m'a fait un petit quelque chose, alors que bon, normalement, ça m'en touche une sans faire boucher l'autre. Bon, bah voilà. Là, ça a fonctionné, voilà. Bon. Alors, je sais pas pourquoi, mais soit ce jeu m'a fatigué parce qu'il y a des passages très stressants à base d'empoisonnement, ou alors pas de chance, j'y ai joué que quand j'étais épuisée, mais je ne faisais que de toutes petites sessions, genre 30 minutes, 1 heure, pas plus. Mais en vrai, j'y suis revenue autant de fois qu'il fallait parce que c'était assez intriguant, donc je suis revenue à chaque fois pour compléter l'histoire, et à la fin, bah, au bout de 5 heures, j'ai terminé. Voilà, donc c'est vraiment pas un problème de faire des minuscules petites sessions et de revenir plus tard. Le point fort du jeu est évidemment
son originalité, c'est-à-dire son UI extrêmement minimaliste, parce que c'est littéralement presque la seule interface que vous aurez pour tout le jeu. C'est hyper clean, c'est très light, mais fonctionnel, et nous sommes littéralement l'UI, quoi. Nous avons tout géré depuis ces quelques menus, et s'il y a bien un truc qu'on retient de ce jeu, bah, c'est cette interface, mais aussi le fait que l'on ne verra rien d'autre que ça. Elry va rencontrer un bon nombre de créatures sous l'eau, nous les décrire. Alors le jeu est que en anglais malheureusement, donc ça fait pas mal de trucs à lire. C'est les mêmes qui ont fait Citizen Sleeper si je ne m'abuse. Et vous savez, Citizen Sleeper c'est extrêmement verbeux. Et en plus, pas de chance pour moi, je l'ai fait avant qu'il y ait le patch français. Donc je me suis vraiment tout tapé en anglais. Et là, j'avoue que j'ai un peu douillé. Là, j'ai fait un petit peu l'impasse sur les descriptions des bestioles, mais ça m'a pas empêché de comprendre ce qui se passait. Et donc, bien sûr, vous aurez que votre imagination. Ou si vous poussez un peu plus dans la recherche d'échantillons, etc., vous aurez des croquis pour vous représenter toutes les bestioles, plantes et champignons que l'océan garde à l'intérieur. Donc voilà, c'est une approche assez cool et très originale d'entrer dans ce monde où... alors que d'habitude, bah, dans les jeux vidéo, c'est un petit peu tout mâché, tout digéré. Là, vraiment, vous êtes obligé de faire jouer votre imagination pour vous immerger dans l'histoire. Bref, je vous le recommande aussi, même si je pense que ça plaira pas à tout le monde. Donc voilà. Réfléchissez-y. Faire 2 jeux en même temps. Comme suggéré suite. Oui, alors que moi j'ai failli dire, et en plus c'était même pas sur Minecraft en 3e jeu, je trouve ça un peu indécent, mais bon. Alors qu'en plus t'aurais pu faire Genshin un petit peu en plus, quoi. Voilà, mais... Parce que t'avais 2 pieds encore qui te restaient. Je préfère préciser. Un petit Civ, un petit Animal Crossing, un petit Genshin, un petit Minecraft, allez hop, petite soirée là. Le cerveau qui meurt. Ah bah tiens, Genshin, incroyable. Mais arrête avec ton Terminator, là! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a avec son Terminator? Lancer Minecraft sur le Mac. Putain, incroyable. Personne ne l'a fait? Ah oui, il est connu. Dans le milieu du JV indé, il est très connu à cause de son... grâce à cette interface très, très, très spécifique. Je le connaissais depuis extrêmement longtemps, mais voilà, quoi. Terminator 0! Les tours d'ordi dans la... C'était dans les tours d'ordi. Les tours d'ordi. Mais c'est si long entre chaque truc? Parce que moi, je me dis que t'as pas le temps de faire grand-chose dans ton Animal Crossing. Pendant les tours d'ordi. Oui, mais c'est si long. Je pensais pas que c'était si long. Putain, on a fait 16 recours en même pas 2 heures. Enfin, Ah non, il va faire plus de 2 heures. Je sais pas calculer, c'est pas grave. Tout de suite, la suite. Finir Animal Crossing, je suis pas sûre qu'on puisse finir Animal Crossing. My name is Tess Devine. Son colon. And the world is passing me by. I guess as I get a little older, I'm starting to feel how things change. They decline and go away. That's how it was with my grandma. I loved her so much. I thought I knew her better than anyone. But looking through her old things, we found hints of something she never told us about. A man who wasn't my grandfather. Ah putain! Je comprenais vraiment pas ce que tu me disais. Some sort of tu parlais trop de cul. Qu'est-ce qu'il dit? We can't ask her about these things anymore, so we have to go looking for the answers ourselves. My mom and I are out on the road, searching. I don't know what we'll find, but whatever it is, I know we'll find it together. Open roads. J'aime bien quand vous essayez de deviner de quoi qu'on parle. Open roads. On dirait X-Men un peu. Eh ben non. Sorti en 2024 du studio Open Roads Team et édité par Annapurna et Interactive. On suit Tess, une jeune ado qui va découvrir les secrets de sa grand-mère, tout juste décédée,
Elle va embarquer sa mère dans cette aventure. Super sweet. Ouais, non, là, c'est vraiment pas X-Men, là. Alors, c'est un walk-in sim, sans pouvoir, sans X-Men, sans rien. Hein. C'est vraiment... On est des gens basiques et on marche, quoi. On se sent entendu. Non, mais c'est juste parce qu'elle a une mèche, c'est ça? C'est ça que t'as essayé d'exprimer? Parce que c'est juste une mèche. En vrai, je vois pas pourquoi t'as dit... Les graphismes X-Men. Alors, c'est un walk-in sim, un visual novel et des bouts d'enquête, mais vite fait. J'avais peur de pas trop accrocher une énième histoire de conflit mère-fille, mais en fait non. L'histoire prend une tournure qui m'a plu en partant sur le passé de la grand-mère et donc de l'enfance de la mère. La fille que l'on incarne n'est qu'un prétexte. Elle va embarquer sa perte. J'ai remarqué le colon de Nouma, là. L'appel des mains de Coco. Les dialogues aussi entre basiques et clichés ou très cool et réaliste. J'ai aussi peur du doublage. Vous savez, je vous ai parlé du doublage dans les jeux vidéo. Ce fameux doublage sans vie, là, où ils font que réciter des phrases et t'es là en mode c'est chelou et que ça me sorte du jeu, mais en fait, ça va. C'est passé. C'est passé. C'est un petit peu cliché par moment, mais ça va. Donc, c'est un jeu très tranquille qui vous laisse explorer comme bon vous semble, à tel point que je me suis perdue plusieurs fois ne trouvant pas ce que je devais trouver. On peut tout grab dans ce jeu, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher, vous pouvez grab du PQ, grab le tube, grab le machin, grab le truc. Alors des fois, ça sert à rien, et des fois, ça amène des dialogues supplémentaires. Donc voilà, c'est rigolo. Alors même si grab un milliard de trucs, ça devient chiant au bout d'un moment, mais c'est assez drôle. Parce qu'en plus, vous n'êtes pas au courant de ce qui va amener l'histoire ou non. Donc vraiment, il faut grab des trucs au hasard. Bon, sans doute que le PQ, ça va pas amener de grandes discussions, mais bon, voilà. Le jeu est assez court, donc en une après-midi, c'est finito pipo. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. J'aime bien le... J'ai bien aimé la fin, etc. Comment ça se passe, comment ça se déroule. Comment ça s'appelle la Coco? Hop, le caca dans le baluchon. Par exemple, si vous grabez le rouleau de PQ et que vous l'envoyez dans la tronche de maman, vous déclenchez une animation. Je crois qu'on peut pas les balancer. Je crois que vous êtes juste... Ouais, vous pouvez juste les reposer. Ouais, c'est pour ça que quand j'ai vu les yeux de Loud, je... Désolée, non. Tu peux juste prendre et poser comme ça. C'est tout. Ouais, choquée déçue, moi aussi. Je suis choquée déçue. On s'attend à mieux, et puis voilà, quoi. De quand à la cax. Pendant ça... Quoi? What? Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je vous en parle maintenant, comme ça on s'épargne une reco la prochaine fois, parce que c'est bon, là, ça fait 55 ans qu'il est sorti de ce film. J'ai vu hier Point Break de Catherine Bigelow, avec le jeune Keanu Reeves, et le un chouille moins jeune Patrick Swayze, même s'il est jeune, en vrai. Point cassé! Et les reposer dans la gueule. Et c'était sympathique. Tout le monde en chie des bulles. Alors j'avoue que j'ai pas compris pourquoi tout le monde en chie des bulles. Mais c'est sympa. Voilà, ça se regarde bien. J'ai dit à Alice, il y a du surf et il y a Keanu jeune. Il est temps de regarder ce film un petit peu. Et le jeune est vivant, Patrick Swayze. C'est horrible. Attendez, c'est dans quel film où Swayze, il soulève des meufs, là? Enfin, une meuf. C'est dans Dirty Dancing ou pas? Point Break avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Si, décès 2009. Dirty Dancing, ouais, c'est ça, c'est Dirty Dancing. Il soulève des meufs dans Ghost. Non, là, il est vraiment mort dans Ghost. En mode Ghost en Ghost. Ok, Dirty Dancing. Oh, titre québécois de Dirty Dancing, je l'avais oublié, mais il est tellement drôle, c'est Danse lascive. Ah, les Québécois, vraiment. Bravo. Point Break avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Bien sûr que si, il a canné la blondasse. Oh, waouh. Et Richard gère. Ouais. Bah ouais, Richard, il a bien géré, il est toujours vivant. Toujours debout.
Non mais t'inquiète pas, moi je savais même pas qu'il était décédé en 2009, hein, tu vois. Alors, moi les potins, tout ça, voilà, j'y suis... Riche à jouir. Bon bah on a fini les recos, j'espère que vous êtes contents. Pour partir. T'arrêtes les jeux de mots pourris pour aujourd'hui. Oh.